Deux chiffres se heurtent de plein fouet. 70 ans d'exportation brute contre 3 milliards misés sur une rupture tardive. Pendant que les cargos glissent vers la mer Rouge, un corridor agricole de 7000 km tente de retourner la carte, reliant les champs du Sahel aux quais d'Afrique et d'Arabie. Que signifie pour un citoyen ordinaire ce déplacement silencieux du pouvoir, alors même qu'Ibrahim Traoré y voit une seconde libération gagnée non par les armes, mais par le grain, car derrière chaque convoi nocturne se dessine déjà une souveraineté différente. Le récit que vous allez suivre repose sur une promesse simple: comprendre, sans emphase ni illusion, comment un corridor agricole de 3 milliards peut réellement déplacer les rapports de force autour de la nourriture et de la souveraineté. L'enjeu central, pour vous comme pour les pays du Sahel, tient en 10 mots. Qui contrôle la nourriture contrôle son avenir économique. C'est pour cela que cette histoire ne parle pas seulement de routes, de silos ou d'irrigation. Elle parle de pouvoir discret, de dépendance ancienne et des marges où les États africains tentent enfin de réécrire leurs conditions d'existence. À travers le corridor Afrique-Arabie, nous verrons comment une infrastructure peut devenir un instrument de stabilité, mais aussi pourquoi ce même projet ouvre un champ de risques. Vulnérabilité logistique, pressions extérieures, rétorsion financière ou encore capture politique par ceux qui cherchent à remodeler le Sahel à leur avantage. Vous serez confronté à un paradoxe. Chaque avancée apporte une opportunité nouvelle, mais aussi une ombre supplémentaire sur le système établi. Et c'est précisément dans cette tension que se joue la véritable portée du corridor. La première révélation est discrète mais décisive. Avant même qu'un seul convoi officiel ne soit lancé, les équipes techniques avaient déjà cartographié plus de 2 millions d'acres irrigables, révélant une capacité latente que personne, en dehors du Sahel, n'avait réellement envisagée. La seconde apparaît aussitôt. Ce corridor n'est pas seulement un projet d'exportation, mais une tentative de recomposer la souveraineté agricole à partir du terrain, plutôt qu'à partir des institutions financières. À partir de là, le décor se précise. Depuis les années 1950, une équation figée avait dominé l'économie régionale. Des terres fécondes, des populations jeunes, mais des chaînes logistiques contrôlées de l'extérieur, imposant des prix, des délais et une dépendance structurelle à l'égard des ports européens. Les denrées traversaient le Sahel pour nourrir d'autres continents, tandis que les pays producteurs restaient prisonniers d'un cycle d'importation coûteuse et de trésorerie fragile. Avec le sommet de Niamey, en 2025, ces inerties commencent à se fissurer. Les États du Sahel, alliés aux capitales du Golfe, choisissent de bâtir leur propre artère agricole, une colonne vertébrale de 7000 km, destinée à acheminer riz, sorgho, sésame ou maïs transformés localement. Cette logique inverse l'ordre établi. Au lieu d'exporter des récoltes brutes pour ensuite réimporter des produits manufacturés, les pays concernés cherchent à internaliser la valeur ajoutée. C'est ici qu'intervient la dimension politique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reprend une formule qui deviendra un repère pour comprendre l'ensemble du corridor: nous ne vendrons plus ce que nous ne pouvons pas transformer. Oh, derrière cette phrase se lit un refus des anciens mécanismes, ceux où le Sahel fournissait la matière première sans jamais obtenir la maîtrise des flux. Dans les couloirs des ministères agricoles, un sentiment nouveau émerge. L'idée qu'une coordination transfrontalière, longtemps jugée impossible, peut enfin fonctionner lorsque les règles ne sont plus écrites par des institutions extérieures, mais par les producteurs eux-mêmes. C'est cette brèche, presque accidentelle en apparence, qui ouvre la voie à la transformation du Sahel. Pour saisir l'ampleur réelle du corridor, il faut suivre ceux qui en vivent les premiers effets, non pas depuis les tribunes diplomatiques, mais depuis les zones rurales où la transformation prend racine. Le premier guide inattendu est un coopérant agricole de Fada, responsable d'un groupement de 28 ménages. Avant le projet, leur récolte de riz était vendue à perte à des commerçants qui dictaient les prix en fonction des fluctuations européennes. Depuis l'installation d'un petit centre de stockage solaire financé par un partenariat Afrique-Golfe, leur production reste sur place, se conserve plus longtemps et se négocie directement auprès des transporteurs du corridor. Les revenus ont augmenté, non par miracle, mais par retrait de l'intermédiaire. Une seconde scène, tout aussi révélatrice, se déroule près de Kaya. Un atelier de jeunes mécaniciens, autrefois tourné vers la réparation de motos, s'est reconverti en maintenance d'équipements agricoles importés du Golfe.
Ces jeunes, qui envisageaient autrefois de migrer vers les capitales voisines, retrouvent une perspective locale grâce à la multiplication des pompes, drones d'irrigation et petits véhicules logistiques. Leur activité ne dépend plus des aléas de l'aide internationale mais de la continuité du corridor. Ces exemples ne disent pas tout, mais ils montrent une bascule. Lorsque les infrastructures cessent d'être abstraites et deviennent utilisables, elles modifient les trajectoires individuelles aussi sûrement que les projections macroéconomiques. Les premières retombées du corridor, encore modestes, annoncent un phénomène plus large, un glissement de pouvoir vers les localités qui jusqu'ici n'étaient que des points anonymes sur les cartes des bailleurs. Et si le changement commençait vraiment là, dans des gestes minuscules? Avant, le Sahel envoyait ses récoltes brutes vers les ports européens. Après, le corridor tente de renverser cette trajectoire en ramenant la valeur ajoutée au cœur même des plaines agricoles. Ce renversement marque le début d'une séquence où chaque étape déclenche la suivante, parfois dans un silence stratégique. L'activation commence à Niamey en 2025. Les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger alignent leurs priorités, tandis que les délégations du Golfe valident les tranches initiales de financement. Les premiers documents techniques circulant. Tracés ferroviaires proposés, zones d'irrigation identifiées, terminaux de stockage projetés. Les équipes de terrain se déploient rapidement, preuve que le corridor ne restera pas une simple déclaration. Les pays participants veulent des résultats visibles avant la fin du premier cycle budgétaire. La montée en intensité intervient quelques mois plus tard, lorsque les premiers chantiers démarrent simultanément. À l'est, près de Fada, les systèmes d'irrigation solaire commencent à pomper l'eau là où les terres étaient restées stériles depuis des décennies. Au centre, vers Kaya, les coopératives reçoivent les premiers équipements de transformation. À l'ouest, des tronçons routiers sont élargis pour permettre des convois frigorifiques capables de maintenir la chaîne du froid jusqu'au point d'exportation. Dans les bureaux de Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit ces avancées de près. Il répète que la souveraineté alimentaire ne se décrète pas, elle se construit étape après étape par une logistique fiable et des règles écrites chez soi, pas ailleurs. C'est ce propos, relayé dans plusieurs réunions publiques, qui galvanise les autorités locales chargées d'accélérer les travaux. Puis vient le moment du basculement. Les premiers tests logistiques sont lancés entre Kaya et Port-Soudan. Des convois pilotes transportent riz, sorgho et sésame transformés à proximité des champs. En 72 heures, les cargaisons atteignent les quais de la mer Rouge, un délai réduit de près de 70% par rapport aux anciennes routes commerciales. Les opérateurs régionaux comprennent immédiatement la portée de cette réussite. Si la chaîne complète fonctionne une fois, elle peut fonctionner 1000 fois. Le corridor vient de prouver qu'il est viable. La phase de résonance s'installe. Les villages traversés par les convois voient leur activité changer. On ouvre des points de collecte temporaires. On emploie des jeunes pour occuper les postes logistiques. Des maires organisent des assemblées pour redessiner les priorités locales. Ce rythme nouveau génère une dynamique qui dépasse les seules infrastructures. Les échanges entre communautés s'intensifient. Les coopératives multiplient. Les partenariats, les petites entreprises locales réinventent leurs modèles économiques. Mais ce mouvement porte aussi son lot de tensions. Certaines zones contestent la répartition des ressources. Des groupes armés tentent de perturber les convois pour conserver une influence sur le territoire. Dans les capitales occidentales, les observateurs saisissent que quelque chose d'inhabituel se joue. Un corridor africain conçu sans dépendance hiérarchique aux bailleurs traditionnels. Les notes internes circulent, parfois alarmistes, parfois sceptiques, mais toujours préoccupées. Enfin, la phase de stabilisation encore précaire commence à émerger. Les retours des premiers cycles d'exportation permettent d'ajuster les flux. Les coopératives structurent leurs contrats. Les autorités locales consolident les procédures de douane communes. Et surtout, les populations, longtemps reléguées aux marges, se découvrent actrices d'une transformation qu'elles n'osaient plus imaginer. L'événement déclencheur, la montée en puissance, le choc logistique, puis les répercussions humaines. L'ensemble compose un arc narratif où chaque segment renforce le suivant. Et l'histoire ne fait que commencer. Au départ, la ligne de base était incontestable. Le Sahel dépendait à 82% de ses importations alimentaires. La variation apparaît 2 ans plus tard, lorsque ce taux descend à 66%.
signe qu'une partie de la consommation commence enfin à provenir de la production locale. Cette baisse, bien que partielle, indique qu'une économie autrefois dominée par les importateurs se réorganise autour de ses propres capacités agricoles. Troisième repère chiffré, les projections annoncent 50 millions de tonnes d'exportations agricoles en 2030, la plupart transformées sur place. Cette estimation illustre la montée en puissance industrielle d'un espace longtemps exclu des chaînes globales de valeur. Ces trois mesures ne suffisent pas à elles seules pour définir une révolution, mais elles éclairent la mécanique en cours, un système qui cesse progressivement de vendre des récoltes brutes pour miser sur la transformation, la conservation et la maîtrise logistique. Dans les centres de stockage de l'AES, les volumes traités augmentent mois après mois, preuve que l'effet du corridor ne se limite pas aux annonces diplomatiques. Les transporteurs enregistrent des délais plus courts, les douanes frontalières harmonisent leurs procédures, les coopératives passent d'une logique de survie à une logique contractuelle. Autrement dit, la donnée brute devient un révélateur, pas un embellissement. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insiste souvent sur cette dimension. Selon lui, les chiffres ne valent que s'ils traduisent une transformation sociale mesurable, non une vitrine politique. C'est pourquoi les bilans internes de l'AES se concentrent moins sur les promesses que sur la durabilité, robustesse des infrastructures, stabilité de la chaîne du froid, cohérence des accords transfrontaliers, viabilité des prix agricoles. Les techniciens du corridor savent qu'un écart de quelques heures dans le transport peut compromettre une cargaison entière et qu'un défaut d'entretien peut dérégler toute une région logistique. Les États associés au corridor, eux, évaluent l'impact selon trois angles. D'abord, la croissance locale, l'expansion des petites industries de transformation, l'ouverture de nouvelles unités de stockage, la multiplication d'ateliers de maintenance agricole. Ensuite, la résilience, la capacité à traverser les cycles de sécheresse sans retomber dans la dépendance systémique aux importations. Enfin, l'intégration régionale, la manière dont le corridor aligne les normes, uniformise les tarifs douaniers et réduit la fragmentation qui freinait jusque-là les économies sahéliennes. Du côté du Golfe, d'autres indicateurs prennent le relais. Rendement des investissements, sécurisation des flux, diversification stratégique des approvisionnements. Les partenaires arabes ne voient pas le corridor comme un geste philanthropique, mais comme une collaboration structurée, où chaque partie apporte une ressource critique, capital d'un côté, terre, et main-d'œuvre de l'autre. Ces dynamiques font surgir un écosystème hybride, à mi-chemin entre coopération régionale et intégration logistique multinationale. Les critiques occidentales, souvent relayées par les think tanks, s'appuient-elles aussi sur des chiffres. Vulnérabilité des routes traversant des zones instables, coûts de maintenance élevés, risque de surcapacité. Mais ces mesures, bien que valides, n'invalident pas le mouvement d'ensemble. Elles montrent simplement que tout corridor majeur naît sous tension et avance malgré les contraintes. Ce jeu d'indicateurs, dépendance réduite, capacité accrue, projections élevées, ne raconte pas seulement une évolution économique. Il décrit l'entrée du Sahel dans une phase où les données servent enfin à orienter les choix, pas à justifier les renoncements. Deux thèses contradictoires structurent aujourd'hui le débat autour du corridor Afrique-Arabie. La première, souvent défendue par les analystes occidentaux, considère que le projet repose sur un optimisme excessif. Traverser des zones instables, maintenir des infrastructures coûteuses, coordonner trois États sahéliens et plusieurs partenaires du Golfe relèverait d'un pari fragile. Selon eux, toute rupture dans la chaîne, sécheresse exceptionnelle, attaque locale, surcharge administrative, pourrait interrompre les flux et entraîner des pertes majeures. Le corridor, dans cette vision, fonctionnerait comme une ambition respectable mais vulnérable, dépendante de conditions politiques difficiles à garantir sur 10 ou 15 ans. La seconde thèse, celle portée par les gouvernements sahéliens et leurs partenaires arabes, affirme au contraire que le corridor n'est pas un pari, mais une réponse rationnelle aux limites du modèle précédent. Les infrastructures héritées des anciennes routes commerciales poussaient les pays du Sahel à exporter à perte et à réimporter des denrées transformées à prix fort. Le corridor réintroduit la valeur ajoutée sur place, renforce les chaînes logistiques locales, crée des emplois directs et indirects et réduit la dépendance aux ports européens, un point confirmé par les premières livraisons de sésame et de mangue acheminées en 72 heures vers Port-Soudan.
Pour confronter ces deux thèses, il faut examiner ce que montrent les faits les plus récents. Les tests logistiques ont validé une continuité opérationnelle. Délais raccourcis, chaîne du froid stabilisée, procédures douanières harmonisées entre Burkina Faso, Mali et Niger. Les investissements du Golfe ont permis d'installer des stations solaires d'irrigation dans des zones auparavant improductives. Les coopératives ont déjà commencé à négocier directement leurs contrats, limitant les marges des intermédiaires. Les risques existent, mais l'évolution tangible des flux prouve que les critiques fondées sur l'impraticabilité initiale ne décrivent plus la réalité. Ainsi, le corridor n'est ni un miracle garanti, ni un échec annoncé. Il s'agit d'un mécanisme en construction, contesté mais fonctionnel, qui avance parce que les acteurs locaux ont décidé d'en faire un outil de souveraineté plutôt qu'un simple projet d'infrastructure. Le basculement apparaît soudain, non pas dans un sommet international, mais dans un détail que beaucoup auraient ignoré: la première série de licences d'exportation conjointes délivrées simultanément par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, abolissant d'un trait les reliquats administratifs hérités des frontières coloniales. Ce geste, presque technique, transforme la dynamique du corridor. Pour la première fois, les États sahéliens parlent d'une seule voix dans la circulation alimentaire, rendant les anciennes dépendances moins pertinentes. Ce tournant attire immédiatement l'attention des acteurs extérieurs. Les compagnies maritimes du Golfe annoncent de nouvelles lignes régulières entre Djibouti et Dakar. Des équipes égyptiennes explorent l'extension potentielle du corridor vers le canal de Suez. Les observateurs occidentaux, eux, réagissent avec prudence. Certains évoquent une possible fragmentation des marchés, d'autres redoutent une perte de contrôle sur les chaînes d'approvisionnement historiquement dispersées entre Marseille et Rotterdam. Au cœur de ce vacillement, Ibrahim Traoré formule une lecture différente. Selon lui, l'unification logistique du Sahel change plus que les routes. Elle change la hiérarchie implicite qui décidait qui pouvait transformer, transporter ou fixer les prix. Cette idée, longtemps théorique, trouve soudain un ancrage matériel. Le corridor cesse d'être une promesse. Il devient un précédent. Les effets concrets du corridor émergent désormais à travers 4 dynamiques distinctes qui redessinent, chacune à leur manière, le quotidien du Sahel et les équilibres extérieurs. Dans les capitales, les gouvernements sahéliens observent une stabilisation progressive de leur marché agricole. L'augmentation des capacités de stockage et la réduction des pertes post-récolte améliorent la sécurité alimentaire interne, limitant les fluctuations saisonnières qui déséquilibraient les budgets publics. Les services nationaux de douane harmonisent leurs protocoles, permettant aux cargaisons d'avancer avec moins d'interruptions. Au Burkina Faso, cette fluidité renforce la légitimité institutionnelle d'un État qui, jusqu'alors, luttait pour maîtriser ses propres chaînes logistiques. Les premières estimations montrent une amélioration des recettes fiscales liées aux exportations transformées, un signe que la chaîne de valeur commence réellement à se renverser vers l'intérieur du pays. Pour les entreprises locales, petites ou moyennes, le corridor agit comme un multiplicateur. Les ateliers de transformation agricole voyant leur activité croître avec la demande régionale. Les transporteurs investissent dans des camions frigorifiques, convaincus que la régularité des flux assurera la rentabilité de leur flotte. Les fournisseurs d'équipements, pompes, drones d'irrigation, unités de séchage, bénéficient d'un marché qui s'étend au-delà des frontières. Les investisseurs du Golfe, eux, cherchent à consolider leur position. Participation au capital de coopératives, contrats logistiques, partenariats techniques. Ainsi, les entreprises du Sahel cessent d'être des sous-traitants et deviennent qu'un des acteurs d'une chaîne intégrée. Les effets humains restent peut-être les plus visibles. Dans les zones rurales, les familles constatent une hausse de leurs revenus grâce à la transformation locale, qui paie mieux que la vente brute. Les jeunes trouvent des emplois dans la maintenance, le transport, la gestion des entrepôts. Les migrations internes diminuent légèrement. Certains reviennent des capitales pour occuper les nouveaux postes créés autour du corridor. Dans plusieurs villages, l'accès constant à la production vivrière réduit les périodes de pénurie saisonnière. Les femmes, souvent au cœur des coopératives, gagnent en influence grâce à leur rôle dans la gestion des moulins, séchoirs ou centres de collecte. Ce tissu social se reconfigure par l'économie, une transformation plus profonde qu'une simple croissance statistique. À l'échelle régionale, les partenaires extérieurs observent un déplacement du centre de gravité.
L'Union européenne mesure déjà l'impact. Hausse des coûts d'importation, réduction de sa marge d'influence sur les corridors traditionnels. Les États-Unis soulèvent des inquiétudes sur la gouvernance non alignée, une expression qui traduit surtout une perte de contrôle géopolitique. De leur côté, les États du Golfe accélèrent. Nouvelles lignes maritimes, investissements complémentaires, intégration progressive des chaînes logistiques. Au milieu de cette recomposition, Ibrahim Traoré rappelle que l'objectif n'est pas de créer un bloc contre un autre, mais de restituer au Sahel la maîtrise de ses propres flux. Cette déclaration, largement relayée, devient le socle narratif d'une autonomie qui n'avait jamais été réellement tentée. Ces 4 effets, institutionnels, productifs, sociaux et régionaux, composent le résultat tangible d'un corridor encore jeune mais déjà structurant. L'impact n'est pas uniforme, mais il est indéniable. Les 12 prochains mois s'annoncent comme une période charnière pour le corridor. 3 trajectoires possibles se dessinent, chacune plausible selon l'évolution des conditions politiques, logistiques et climatiques. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles servent à préparer la réflexion. Dans ce scénario, le corridor poursuit sa mise en place sans accélération spectaculaire, mais avec une stabilité progressive. Les lignes maritimes du Golfe s'installent durablement, les entrepôts régionaux atteignent une capacité opérationnelle suffisante et les coopératives renforcent leur organisation interne. Les États sahéliens harmonisent en leurs procédures douanières, même si quelques lenteurs administratives subsistent. La production transformée augmente lentement mais sûrement, ce qui permet de réduire la volatilité des prix intérieurs. Les partenaires extérieurs surveillent la situation sans intervenir frontalement. Le corridor avance, mais sous une forme disciplinée et mesurée. Ici, la dynamique s'emballe. Les premiers convois réussis attirent de nouveaux investisseurs du Golfe et d'Afrique du Nord, ce qui déclenche une extension plus rapide des infrastructures. Des accords techniques élargissent la portée du corridor vers la Méditerranée via l'Égypte, tandis que des ateliers de transformation supplémentaires ouvrent dans les provinces sahéliennes. Les jeunes travailleurs reviennent massivement pour occuper les postes créés dans la logistique, la maintenance et la transformation. Les flux commerciaux doublent en moins d'1 an et la coordination régionale atteint un niveau inédit. L'Union européenne s'inquiète, mais n'a pas de levier immédiat pour freiner cette montée en puissance. Le corridor devient une référence pour d'autres initiatives sud-sud. Dans ce cas, plusieurs fragilités s'alignent. Tensions locales, attaques ponctuelles contre les convois, sécheresse sévère ou retard financier dans certains sous-projets. Les infrastructures fonctionnent encore, mais en mode dégradé. Les transporteurs subissent des interruptions imprévisibles, les coopératives perdent une partie de leur marge et des partenaires extérieurs questionnent la viabilité du modèle. Le corridor ne s'effondre pas, mais il stagne, contraint de prioriser la sécurité et la maintenance au détriment de l'expansion. Cette trajectoire n'annule pas les progrès, mais elle en limite la portée. En guise de recommandation réflexive, plutôt que de choisir un scénario, les acteurs du Sahel doivent considérer ce qui demeure constant dans les 3 cas. La nécessité d'intégrer l'entretien, la formation locale et la coordination transfrontalière comme noyau d'un corridor durable. C'est cette discipline stratégique, plus que les financements ou les fluctuations extérieures, qui déterminera la suite. Le corridor ne se limite pas aux cartes, aux chiffres ou aux communiqués diplomatiques. Son impact se lit aussi dans la manière dont 3 cercles, que l'on appellera A, B et C, perçoivent et absorbent cette transformation. Le groupe A, celui des travailleurs ruraux et des familles agricoles, voit d'abord une amélioration de la prévisibilité. Là où les récoltes dépendaient autrefois d'acheteurs extérieurs dictant leur prix, les producteurs disposent désormais d'un espace de négociation plus stable. Les centres de stockage réduisent les pertes, les petits moulins et unités de transformation rapprochent la valeur du lieu de production et les périodes de soudure deviennent moins angoissantes. Pour ces familles, le corridor représente avant tout un filet de sécurité qui manquait depuis longtemps. Le groupe B, composé des jeunes actifs, des artisans, des conducteurs et des techniciens, observe une autre évolution, la disponibilité d'emplois ancrés localement. Les ateliers de maintenance de drones d'irrigation, les postes logistiques, la gestion des entrepôts frigorifiques créent une diversification professionnelle rare dans les régions sahéliennes. Ces trajectoires nouvelles réduisent le besoin d'émigrer vers les capitales ou à l'étranger.
Pour cette génération, la transformation n'est pas symbolique. Elle se traduit par des contrats, des formations et une mobilité ascendante accessible. Le groupe C, celui du public urbain, des commerçants, des enseignants ou des petits entrepreneurs, discerne enfin une stabilisation des prix alimentaires. Les fluctuations extrêmes, souvent liées à la dépendance aux importations, s'atténuent. Le corridor devient un outil d'équilibre macroéconomique. Il réduit les ruptures de stock, améliore la distribution et renforce un sentiment de fiabilité institutionnelle. Ces trois cercles n'ont pas les mêmes attentes, mais ils ressentent tous une inflexion. Le passage d'un système subi à un système construit, où l'avenir ne dépend plus entièrement des aléas extérieurs. Et c'est peut-être là que se mesure le véritable poids du corridor. Pour que le corridor passe de réussite naissante à système durable, une feuille de route opérationnelle s'impose. Elle ne doit pas multiplier les objectifs théoriques, mais organiser 5 leviers concrets, mesurables et réalisables dans les 12 prochains mois. Les 3 États sahéliens doivent finaliser un protocole douanier commun, avec un guichet unique numérique pour les cargaisons du corridor. Cela réduit les délais, limite la corruption locale et renforce la cohérence régionale. Des équipes mixtes, Burkina, Mali, Niger, pourraient superviser cette harmonisation sur chaque tronçon critique. La solidité du projet dépend de la maintenance, pas des inaugurations. Il faut instaurer un fonds d'entretien cofinancé par les partenaires du Golfe et les États sahéliens, dédié aux routes, stations solaires et entrepôts. Des audits trimestriels garantiraient la continuité du service logistique. Les ateliers de drones, les centres de stockage et les unités de transformation exigent des compétences nouvelles. La création de programmes accélérés, 6 à 9 mois, permettrait d'absorber la demande croissante en techniciens. Cette montée en compétences fixe la valeur au Sahel au lieu de la laisser s'échapper. La mise en place d'un conseil régional de régulation des prix, semblable au modèle burkinabé, protège les producteurs contre les fluctuations incontrôlées. Cette stabilité incite les coopératives à investir dans la transformation plutôt qu'à vendre rapidement. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré insiste sur un principe. La souveraineté doit s'exprimer dans la transparence. Rendre publics les flux, budgets et performances crée une confiance durable auprès des citoyens comme des partenaires extérieurs. Construite ainsi, la feuille de route ancre le corridor dans le réel et limite les risques de fragmentation. Dans les plaines où résonnaient autrefois les moteurs fatigués des vieux camions, on retrouve maintenant les mêmes ateliers et les mêmes coopératives qui semblaient naître au début du corridor que des points anonymes sur une carte. Ces mécaniciens de Kaya, ces groupes agricoles de Fada, ces conducteurs qui apprennent à gérer la chaîne du froid, transforment peu à peu la logistique en routine maîtrisée plutôt qu'en pari incertain. Pour eux, chaque pompe entretenue, chaque silo rempli et chaque convoi nocturne représente un fragment très concret de ce que les discours appellent souveraineté alimentaire. Au loin, dans les salles de presse de Ouagadougou, Ibrahim Traoré peut parler de seconde libération, mais ce sont ces familles rurales qui en fournissent la traduction quotidienne. Elles vendent mieux, stockent plus longtemps, négocient autrement et voient leurs enfants rester au village, au lieu de partir sans horizon. Leur vie ne devient pas soudain facile. Cependant, la dépendance absolue s'effrite, coulée dans l'acier des routes et le métal des silos. Ce ne sont ni les chiffres ni les slogans qui résument ce tournant. La souveraineté avance à hauteur d'humain, pas à hauteur de tribune. Le corridor ne se termine pas au dernier entrepôt ni au bord de la mer Rouge. Sa portée réelle se mesure dans la manière dont chacun, qu'il vive à Kaya, à Ouagadougou ou bien plus loin, perçoit cette nouvelle façon de produire, transporter et décider. Lorsque les cargaisons quittent le Sahel sous contrôle africain et arabe, elles transportent plus que des denrées. Elles emportent une idée simple, celle qu'un continent longtemps dépendant peut désormais se projeter autrement. Cette histoire n'appelle ni triomphalisme, ni inquiétude excessive. Elle invite plutôt à regarder comment une transformation silencieuse peut modeler l'avenir sans bruit spectaculaire. En suivant ces évolutions, vous participez déjà à un espace où les trajectoires de développement se construisent en dehors des cadres habituels. Votre regard compte parce qu'il inscrit ces mutations dans une conscience collective plus large. Si vous souhaitez que d'autres comprennent ce qui se joue réellement dans le Sahel, partagez ce récit autour de vous. Et vous, que retenez-vous de cette nouvelle carte qui s'écrit sous nos yeux ?